C'est une tradition qui n'est pas que nous avons importée, mais c'est une importation heureuse, hein, dans la mesure où, à travers le monde, ce mois est consacré à la lutte contre le cancer du sein, sachant que la prise en charge des cancers, c'est toute l'année. Théoriquement, c'est un moment où on sensibilise davantage, où on doit faire le point et faire des perspectives. Alors, dans un pays comme le Sénégal, on en profite pour faire du dépistage et de la sensibilisation. On sent une recrudescence de cas diagnostiqués de cancer. Ce n'était pas a priori le but du jeu. Le but du jeu, c'est que pendant toute l'année, les patientes soient dépistées et celles qui ont des lésions viennent se faire traiter, diagnostiquer et traiter. Mais pendant ce mois, celles qui avaient des lésions même les manifestent pendant cette période parce qu'elles ont l'avantage, l'opportunité de faire des mammographies subventionnées, etc. Donc, on sent une recrudescence. C'est une bonne chose aussi. C'est difficile de donner des chiffres parce que théoriquement, il faut avoir ce qu'on appelle un registre des cancers. Ce n'est pas un livre qu'on ouvre pour inscrire les cancers, c'est tout un système mis en place, informatisé, avec des ressources humaines qualifiées pour pouvoir recueillir toutes les informations, surtout épidémiologiques, c'est-à-dire incidence, prévalence, mortalité des cancers à travers tout le pays. Certains l'ont réussi, ça demande des moyens. Nous, on en est à une étape de balbutiement du registre. Il y a des projets dans ce sens-là. Mais globalement, on pense quand même pour tourner autour de 10 000 nouveaux cas de cancer par an, tous cancers confondus, sachant qu'il y a les cancers des tissus solides, les cancers solides et les cancers dits hématologiques, les cancers du sang. Sur chaque catégorie de cancer, les chiffres sont variables selon une région ou une autre, selon une institution ou un hôpital ou un autre. Sachant aussi que dans les centres de référence, il y a un grand rush de cancer. On peut donner approximativement des chiffres de l'Institut du cancer. Donc, disons qu'on ouvre à peu près 4000 dossiers par an. Et parmi ces dossiers, disons au moins la moitié sont des cancers diagnostiqués. Les autres viennent pour des dépistages et autres. Ce n'étaient pas des cancers. Mais on peut dire que les 2000 sont des cancers, ou un peu moins des 2000, répartis en différents types de cancers. Le cancer du sein, comme tous les cancers, évolue sont classés en différents stades, allant de ce qu'on appelle un stade 0, c'est-à-dire un cancer tout débutant et qui n'a pas de potentiel à aller loin dans l'organisme, au stade le plus avancé qui est le stade 4, qui veut dire qu'il y a une métastase, le cancer est localisé à distance. Si les patients viennent à un stade 0, ou 1, maximum stade 2, théoriquement, c'est l'inverse. On peut les guérir, selon le type de cancer, entre 100 et 80%. Si, à l'inverse, si les patients sont diagnostiqués en stade 4, déjà métastatique, il est évident que c'est des patients qui sont venus pour qu'on leur donne des soins palliatifs. Donc, du coup, le chiffre est forcément élevé. Donc, ce qu'on constate dans un contexte où il n'y a pas de dépistage, où il n'y a pas de prévention, en tout cas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir, les patients viennent en majorité en stade 3 et 4. Et donc, du coup, le taux de mortalité est élevé et du coup, on est entre jusqu'à 75 à 80% de décès. C'est le contraire dans les pays où il y a des programmes de dépistage national organisés. Un patient qui a une lésion du sein, par exemple, qu'on peut enlever, dont les métastases peuvent être maîtrisées s'il y a des métastases. Ou s'il n'y a pas de métastases, on sait que ce profil de cancer doit avoir ce type de traitement-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces moyens existent au Sénégal. Donc, quand un malade vient à un stade précoce, elle a autant de chances de guérison, ou en tout cas presque autant de chances que si elle va en France, par exemple, ou au Maroc, ou etc. Le problème, c'est que quand une patiente vient à un stade où elle est métastatique, on gère comme ailleurs. Maintenant, les outils de gestion ne sont pas les mêmes.
Parfois, au-delà de la chimiothérapie qu'on fait classiquement, on doit faire intervenir d'autres types de molécules ou même insérer les patients dans ce qu'on appelle des essais cliniques pour pouvoir leur faire bénéficier de tout nouveau médicament. On ne fait pas d'essais cliniques ici, en tout cas pour l'instant, pas dans le cancer du sein. Donc du coup, la plus grande perte d'opportunité, c'est surtout dans les stades avancés, mais pas dans les stades précoces. Mais malheureusement, on ne diagnostique pas assez de stades précoces parce que ce n'est pas dans les mentalités et il n'y a pas de système mis en place pour trouver des lésions précoces. En tout cas, c'est rare. D'où la notion de 75 à 80%. Je pense que derrière, il y a la culture déjà. Les gens ne se font pas dépister au-delà du cancer de rien du tout. Donc, voilà, les gens arrivent pour toutes les pathologies à des stades avancés. Il y a le niveau d'instruction de la population. Il y a le niveau de vie des populations. La pauvreté est un facteur non négligeable. Quand on s'occupe de manger et de boire, on ne s'occupe pas d'aller voir si on ne serait pas malade par hasard, alors qu'on a d'autres soucis en tête. Si on sait aussi que c'est pas dans notre localité, il n'y a pas de moyen de dépistage, on ne va pas se taper 700 km pour aller faire une mammographie, parce qu'on a entendu dire qu'un cancer du sein doit être diagnostiqué après 40 ans, tous les 2 ans. Donc, vous voyez un peu? Donc, c'est multifactoriel. Donc, tous ces facteurs qui sont non-instruction, déficit en infrastructure, déficit en sensibilisation. Parce que le plan cancer dont je parlais tout à l'heure, les programmes en tout cas qui seraient mis en place, intégreraient la communication, intégreraient beaucoup de notions basiques qui se font dans beaucoup de choses. Vous avez vu avec le Covid, malgré qu'on ait couru un peu derrière, on est arrivé quand même globalement à faire de bonnes choses. Donc, on n'a pas mis autant dans le cancer. Dans cette forêt, dans cette usine grouillante, il y a des choses qui manquent, dont la formation. Formation à l'annonce. Le côté psychologique de la prise en charge des cancers fait défaut, il faut avouer cela, que ce soit pour le patient, que ce soit pour le médecin. C'est-à-dire vous trouverez rarement des endroits où on débriefe le médecin, par exemple, parce que c'est un être humain qui passe toute sa journée à diagnostiquer des cancers, à annoncer. Lui aussi, il doit être pris en charge. Mais dans aucun système, ce n'est prévu actuellement, ou plutôt dans de rares systèmes. On a vu ça à gauche et à droite, mais c'est pas dans le programme. Autant, et c'est la même chose pour les patients. On n'est pas formé et on le fait à la tête du client. Donc, c'est au feeling. On a quand même profité un peu de l'expérience qu'on a eue avec le VIH. Les étudiants qui ont vécu la période de la montée en puissance du VIH et de la riposte contre le VIH ont appris la notion de counseling, un peu, pas tout à fait, mais ont appris à annoncer, etc. La chimiothérapie, elle est obligatoire quand elle est indiquée. La mastectomie aussi, quand on doit faire l'ablation du sein. Maintenant, comment pallier cela? Par justement cette prise en charge psychologique. Parce que on a beau développer de nouvelles techniques de gestion de ces cheveux qui tombent, tout ça, ça ne marche pas réellement. Donc, ce qui est réconfortant, c'est que quand les cheveux repoussent, ça repousse. Ça va repousser. Et quand ça repousse, c'est plus joli. C'est vrai, c'est pas pour réconforter les patients. Mais il y a d'autres effets secondaires, hein? Le teint, les ongles, etc., les fanères, comme on dit. Les femmes, à partir de 40 ans, devraient pouvoir avoir tous les 2 ans une mammographie. Et avant 40 ans, les femmes devraient pouvoir rentrer dans d'autres programmes, connaître leur sein, faire de l'autopalpation, etc. Et les femmes qui viennent de familles à risque devraient avoir des dépistages plus précocement que 40 ans avec d'autres modalités qui ne sont pas la mammographie, notamment l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, par exemple. Ce maillon-là, il n'existe pas. Ça demande un coût important en termes de logistique, de ressources humaines, etc. Et quand on diagnostique des lésions, maintenant, il y a le maillon diagnostic. Quand on voit les lésions à la mammographie, pour compléter le diagnostic, il faut faire une biopsie, il faut faire un bilan d'extension,
il faut qu'un personnel examine. Donc, tout ça n'est pas facile à réaliser. Un malade qui a un cancer du sein à Tambacounda, vous voyez tout ce que ça implique. On n'a pas d'histopathologiste, ceux qui lisent les résultats de biopsie dans toutes les régions du Sénégal. Donc, ça pose un problème. Donc, ce maillon de diagnostic. Maillon traitement, il y a très peu de personnes réellement spécialisées dans le cancer, dans le traitement des cancers, et parfois spécifiquement dans certains types de cancers, comme le cancer du sein. Donc, quand on a une pathologie, quand on diagnostique un cancer du sein loin d'un centre de référence, la prise en charge ne peut absolument pas être bien faite. Dans la mesure où il sera nécessaire d'avoir une équipe multidisciplinaire faite d'un oncologue médical, d'un chirurgien formé dans ce sens-là, d'un radiothérapeute, etc. Et ça, on ne le trouve que dans 2, maximum 3 centres à Dakar. La morphine est obligatoire dans la prise en charge des cancers. Pas dans chaque cas de cancer, mais quand on prend en charge des cancers, on doit disposer de morphine. Parce que c'est des maladies qui, à des stades ultimes, font mal. Et comme on a l'habitude de dire, si on ne peut pas guérir un patient, qu'il n'ait pas mal au moins et qu'il garde sa dignité. Sa dignité, c'est la propreté, c'est l'environnement psychosocial, etc. Depuis 2 ans, à peu près, les médicaments de chimiothérapie sont subventionnés pour les structures publiques. Sachant que la plupart des patients sont reçus dans les structures publiques, mais une partie non négligeable sont prises en charge dans le privé. Donc, il n'y a pas cette connexion entre les systèmes privés et publics pour tous ces Sénégalais qui ont besoin de soins. Il y a un problème à régler à ce niveau, partenariat public-privé, etc. Ou droit à la santé, point bas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand les patients vont dans les systèmes, que ce soit public ou privé, ils ont besoin, au-delà des médicaments de chimiothérapie, de moyens diagnostiques. Quel que soit le patient public ou privé, il a besoin d'avoir une biopsie, de l'anapathe. Il faut lire ce qui a été biopsié, ça c'est payant. Le patient a besoin systématiquement d'un bilan d'extension pour voir jusqu'où est allée sa maladie. C'est en général au minimum un scanner thoraco-abdominopelvien. Et si c'était disponible, il y aurait une scintigraphie osseuse, etc., etc. Et tout ça, c'est payant, c'est pas subventionné du tout. Donc, tout ça fait que il y a un minimum de coût qui est au-dessus du SMIC annuel du Sénégalais lambda. Donc, du coup, il y a des efforts à faire dans l'aide. Il y a un effort à faire socialement parlant dans la prise en charge des cancers, quel que soit le patient. Parce que même pour les patients qui ont les moyens de payer, à partir d'un certain moment, on parlera de thérapie ciblée, de médicaments qui font très bien l'affaire, qui ne sont pas disponibles au Sénégal, qu'il faut importer. Et quand ils sont disponibles, c'est mensuellement 700 000 ou 1 200 000 francs par mois. Donc ça, il faut être vraiment, vraiment à l'abri du besoin et avoir gardé beaucoup d'argent pour bénéficier de ces soins. Disons que il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Malgré le tableau que je viens de peindre, le Sénégal est le pays le plus avancé dans ce sens-là en Afrique francophone subsaharienne. C'est-à-dire que si on compte le nombre d'appareils de radiothérapie, le nombre d'oncologues médicaux, le fait qu'on dispose désormais d'une subvention des médicaments de chimiothérapie, etc., rapporté à la population générale, il n'y a aucun pays qui fait comme le Sénégal. Mais ce qui ne veut absolument rien dire. Dans la mesure, si on prend les indicateurs à proprement parler du Sénégal vis-à-vis des standards, on est absolument loin de faire ce qu'il faut faire. Donc il faut un plan cancer qui est financé avec des objectifs précis. Et le financement les objectifs devront être évalués. Et les objectifs devront tenir en compte, devront déjà faire un état des lieux. Et ensuite, il faudra que ces moyens-là arrivent là où ils sont destinés. C'est banal. Ce que je dis semble
caricatural, mais si on prend par exemple l'exemple de la formation, moi je suis un formateur. Je forme des jeunes Africains francophones dans la prise en charge des cancers. Je ne suis impliqué dans aucun programme en vue de mener, de faire une masse critique de chirurgiens qui devraient prendre en charge ces cancers du sein-là. Donc si moi je ne suis pas dans ce programme-là, il en est de même pour la radiologie, pour la mammographie, il en est de même pour le dépistage, il en est de même pour la prévention, etc. etc. Donc le plan cancer, c'est autre chose d'inclusif. L'État devrait avoir des professionnels qui devraient aller plus vite que les associations. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis où tous les moyens sont réunis, entre guillemets, il y a des associations comme Suzanne Komen qui organisent des marathons, des fundraising pour aider globalement des patients pour pouvoir accéder à des soins. Mais avant cela, l'État en amont a mis en place un système. Bon ou mauvais, qu'importe. En tout cas, le système est là et cherche à atteindre le maximum d'objectifs. Selon l'État considéré aux États-Unis, les systèmes sont différents quand on va en France, etc. Mais ici, on a l'impression que l'État suit le bruit des associations. Je suis membre de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Mais comme toute association, c'est une association mixte, heureusement d'ailleurs. Et c'est une association au sein de laquelle on retrouve toutes les catégories, notamment des patients, des anciens patients, des professionnels, etc., des professeurs d'université, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des associations, il faut des moyens et il faut que l'État s'implique dans le cadre de ce plan cancer-là. Il ne s'agit pas que des individus aient des idées ou puissent raconter ce qui se fait ailleurs. C'est ce que je suis en train de faire. Mais il faut que ce plan embarque tout le monde. Et c'est peut-être ça la finalité des associations, de l'État, des moyens à mettre en œuvre, etc., des ressources humaines, des équipements. C'est la finalité. On sait que le cancer du sein est plus fréquent après 40 ans. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on sait qu'il est très difficile de diagnostiquer un cancer sur un sein dense. Donc, on ne fait pas de mammographie, de dépistage chez des personnes qui ont des seins denses. Donc, elles n'ont pas encore beaucoup d'enfants, elles ne sont pas ménopausées, le sein n'est pas graisseux, il est glandulaire. Donc, l'image n'est pas très nette en contexte de dépistage. Donc, ces deux facteurs combinés font qu'on préconise la mammo après 40 ans. Le taux de détection augmente. Et selon le pays, on arrête entre 70, 74 ans, etc. Pas après, pour les mêmes raisons. Le taux de détection de cancer après 74 ans est rare. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, on importe des notions. Il y a beaucoup de patientes qui font des cancers entre 30 et 40 ans. Et c'est même relativement fréquent chez la femme noire. Les cancers affectent les hommes. Les cancers du sein aussi. Ils comptent pour moins de 1%. Les cancers du sein de l'homme comptent pour moins de 1% des cancers du sein globalement. Donc, mais ils affectent les hommes d'un certain âge. Donc, et ils ont les mêmes caractéristiques que les cancers du sein de la femme. Les mêmes stadifications, les mêmes traitements. Mais ils sont rares. Et dès qu'un homme, surtout d'un certain âge, retrouve une lésion au niveau du sein qu'il n'avait pas vue la veille, il faut courir parce qu'à la période égale, c'est souvent plus avancé chez l'homme que chez la femme, dans la mesure où chez l'homme, il n'y a pas de glande dans laquelle ça se développe. Donc dès que ça se développe sur le résidu glandulaire qui est derrière la peau, ça envahit tout de suite la paroi thoracique. Donc il y a une course contre la montre, plus importante chez l'homme que chez la femme. Il y a le cancer de la prostate chez l'homme. C'est un cancer qui est là, pour lequel il y a très peu de programmes de lutte. Et c'est un cancer qui sera encore là parce qu'il n'a pas eu besoin d'un facteur de risque tel ou tel comme chez la femme. À partir d'un certain âge, tout homme est susceptible de faire un cancer de la prostate. Et il est d'autant plus agressif que cet homme
et de race noire. Il est d'autant plus fréquent également. Donc du coup, il est important d'en parler. Et surtout que tous ces cancers de la femme, un jour, vont être maîtrisés. Le cancer du col dépend d'un virus qui va être maîtrisé par les programmes de lutte contre ce virus. La vaccination, par exemple. Le cancer du sein, il y a tellement d'engouement autour que vont être diagnostiqués précocement, vont être traités assez facilement. Quand on aura des moyens, le cancer de prostate sera là. Donc il y a nécessité d'en parler, d'autant plus que derrière tout ça, des vieux souffrent de cancer de prostate. Et une autre raison d'en parler, c'est que les moyens qu'il faut utiliser pour traiter le cancer de la prostate sont aussi importants, coûtent aussi cher que ceux, ou même plus, que ceux du cancer du sein. Et ces moyens ne sont pas subventionnés aujourd'hui, à l'heure actuelle, comparés au cancer du sein pour lequel les médicaments ont été récemment subventionnés. Donc il y a une politique nationale à mener et ça devrait être une politique inclusive.